l'on aime tout particulièrement. Et est-ce que vous connaissez les éditions Monsieur Toussaint Louverture? Un petit peu? Pas du tout? De nom? De nom un petit peu. Peut-être déjà vu. Alors c'est une maison d'édition qui a été créée en 2004 par un monsieur qui s'appelle Dominique Borde et qui avait au début, qui était plutôt parti sur une forme périodique, c'est-à-dire un petit journal qui avait le même nom et qu'il a basé à Bordeaux. Ensuite, il est passé de la revue au livre. Bonsoir. Bonsoir. Je vais bouger. Vous voulez vous mettre là? Je vais bouger. Allez, viens. Tu vas sur la chaise, mais tu attends. On va placer les choses. Papa, il y a vu. Papa, il y a vu. Oui, il y a encore. Il y a encore un tabouret là-bas et on en a encore sinon. Donc, créé donc en 2004 au début sous la forme d'une revue et ensuite ils se sont mis à l'édition de livres. Et maintenant on a une catalogue qui est un petit catalogue en fait parce qu'il y a une quinzaine de titres. Mais parmi ces titres il y a quelques succès, notamment Carou, qui est ce livre ici, qui a été vendu à 30 000 exemplaires. Le dernier Stade de la Soif à 10 000 exemplaires et maintenant il commence à avoir quelques livres qui sont repris chez Pocket, notamment Brûlons tous ces punks qui vient de passer chez Pocket et celui-là qui est annoncé Journal ambigu d'un cadre supérieur pour le mois de janvier. Donc un succès qui commence à s'installer. C'est une maison d'édition qu'on aime bien aussi parce qu'elle a une maquette qui est super bien travaillée, ce sont vraiment des beaux livres et Marianne vous montrera quelques petits détails rigolos tout à l'heure parce qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir aussi dans la forme, enfin dans le livre lui-même. Alors au niveau de la politique de cette maison d'édition, c'est plutôt donner des chances à des textes qui ne sont pas connus, donc des premiers auteurs, des gens qui n'ont jamais rien publié, ou d'aller un peu repêcher des textes oubliés, qui ont été des grands succès mais qui ont complètement disparu du catalogue, enfin du paysage éditorial. C'est ce qu'il a fait notamment en 2011 en republiant Le dernier Stade de la Soif, donc, qui est un roman culte des années 60. Et puis là plus récemment avec celui-ci, et quelquefois j'ai comme une grande idée de Ken Kesey, qui est en fait l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et donc c'est son deuxième livre et qui avait complètement été oublié par les traducteurs français. Alors, j'avais aussi noté une petite citation sur pourquoi ce nom, pourquoi Monsieur Toussaint Louverture, parce qu'il explique un petit peu pourquoi il l'a choisi. Et donc il disait « Je voulais quelque chose de fort avec un monsieur ou une madame, doublé d'un patronyme évocateur et poétique. » Donc il y avait toute une recherche derrière et en fait il raconte que à chaque fois, il essayait d'aller voir les gens qu'il connaissait et puis de soumettre un peu cette idée. Et puis en fait, les gens lui disaient « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Donne-nous un exemple. » Et le seul exemple qu'il trouvait, c'était tout le temps Monsieur Toussaint Louverture. Et donc, pour finir, il s'est dit que c'était pas mal et il est resté là-dessus. Alors pour ce soir, on a choisi de vous présenter des livres qui nous ont plu, des livres qui nous ont beaucoup fait rire, parce que voilà, en ce moment on a envie de rigoler et du coup on a choisi des choses qui nous avaient fait sourire et donc on vous présente 5 romans avec la lecture de 5 extraits. Alors du coup on va commencer avec un très beau, le linguiste il est presque parfait, de David Karkit. Alors du coup la petite phrase qui revenait à propos de ce livre c'était du David Lodge avec des cadavres, donc ça donne un peu d'idée. Donc en fait on est dans un labo de recherche aux États-Unis, un labo de recherche sur le langage, avec plein de chercheurs qui s'intéressent notamment à l'apprentissage du langage. Et donc c'est à côté du labo on a une crèche et donc ils étudient le babillage des enfants et en essayant de comprendre les significations. Donc dans ce labo de recherche on a un linguiste surtout qui est le personnage principal qui s'appelle Jeremy Cook qui se trouve lui-même plutôt séduisant, sympathique, qui pense que tout le monde l'adore. Seulement, à un moment donné, tout dérape, puisque au détour d'un couloir, il entend une conversation, et dans cette conversation, il entend qu'il se fait traiter de trou du cul.
Et alors du coup, il se dit, mais mon Dieu, qui peut bien avoir lancé cette rumeur et me faire passer pour un trou du cul. Donc voilà, déjà les ennuis commencent. Et ensuite, en plus de ça, on retrouve dans son bureau un de ses collègues mort assassiné. Donc là, c'est vraiment le polar qui commence. Il y a un inspecteur qui débarque, un type vraiment érudit et on sent bien que voilà, qu'il réfléchit à la chose, il est vraiment contre le crime et c'est entre les deux va s'installer aussi une certaine relation, même si Jérémy Cook est un peu le coupable idéal. Voilà. Et alors c'est vraiment, c'est très humoristique. Bon déjà, c'est assez décalé parce qu'un polar qui se passe dans un labo de recherche sur le langage avec des linguistes, des puéricultrices et des secrétaires, c'est assez original. Et puis en plus, c'est vraiment, bon, il y a des théories sur le langage, des jeux de mots aussi beaucoup. Et puis c'est intelligent, en même temps très drôle, très déjanté. Donc c'est vraiment une petite pépite à lire. Et donc, oui, alors pour la lecture, en fait je vais lire un extrait, donc justement l'extrait où il se fait insulter. Donc c'est le début du roman. Et alors au tout début, il y a un journaliste qui débarque dans le labo pour faire un article sur les chercheurs. Et donc c'est Jérémy Cook qui est chargé de lui faire le tour du propriétaire et de lui présenter les différents employés. Donc le journaliste s'appelle Philpott. C'est un peu bizarre, je le précise. Alors, tandis que Cook et Philpott traversaient la cantine, Philpott ayant exprimé le désir de retourner au bureau de Cook afin de reprendre ses questions d'ordre linguistique, ce à quoi Cook s'était empressé de consentir, Cook réfléchit au nombre de phrases intéressantes qu'il avait saisies au vol aujourd'hui. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il lui fallut un moment avant de remarquer que la nouvelle, Paula, se tenait à présent en compagnie de Jane devant la machine à café. Elle tournait le dos à la salle. Cook et Philpott allaient passer assez près d'elle. Le premier « bonjour » que Cook allait lui adresser d'une voix aussi profonde et spirituelle que celle de Milk était déjà en route du fond de son larynx, lorsqu'il entendit Paula prononcer une phrase. Celle-ci consistait en une combinaison de voyelles et de consonnes qui aurait pu être fortuite, générée par l'un de ces singes parmi les 6 millions installés devant leurs 6 millions de machines à écrire. Oui, cette phrase aurait pu être totalement fortuite, mais elle ne l'était probablement pas. « Cook, il foire tout, c'est un parfait trou du cul !» Philpott, qui était passé en premier, se retourna et, bouche bée, adressa à Cook un regard morne et compatissant, tandis que ce dernier avait les yeux fixés droit devant lui, où il n'y avait rien d'autre à contempler que le vide. L'esquisse d'un sourire inconfortable figé sur son visage, il fit son possible pour afficher une assurance amusée, mais ce n'était qu'une apparence. L'esquisse de sourire de Cook demeura impeccablement rivée sur ses lèvres, tandis qu'il regagnait son bureau, toujours accompagné de Philpott. Il enjoignit à ce dernier de se mettre à l'aise et lui annonça qu'il allait s'absenter un tout petit instant. Jérémy espérait que l'expression de son visage suggérait la paix intérieure, d'abord aux yeux de Philpott, puis à ceux d'Hoffman, qui leva la tête en fronçant les sourcils lorsque Cook passa devant sa porte entrouverte. Après s'être assuré qu'il était seul, Cook s'avança jusqu'au miroir des toilettes, relâcha ses zygomatiques et observa la lente décomposition de son visage. « Gna de bon sang de route, de bon sang de bordel !» s'écria-t-il. Puis il donna un coup de pied dans une grande poubelle métallique, l'envoyant valdinguer dans un coin. Elle fit d'un tel vacarme que la peur d'être découvert le calma aussitôt, ou du moins l'empêcha de taper sur autre chose. Il s'avança au-dessus du lavabo, s'approcha du miroir et se regarda dans les yeux. Oui, c'était facile à imaginer. Quelqu'un avait fait faire le tour du propriétaire à Paula, lui montrant les salles, les jouets et le reste, lui présentant les gens qu'elle croisait et ceux qu'elle allait bientôt rencontrer, l'un d'eux étant Jérémy Cook, qui, soit dit en passant, était un vrai trou du cul. Non, un parfait trou du cul. La formule initiale avait peut-être été un vrai trou du cul, et le souvenir de Paula avait altéré la formulation originale en un parfait trou du cul. À moins que la sentence de départ ait été une espèce de trou du cul, ou un peu trou du cul sur les bords, ou même pas du tout trou du cul. Voire peut-être pas un trou du cul, contrairement aux autres. Non, il allait trop loin. Il n'y avait aucun moyen d'esquiver. Aux yeux de quelqu'un, à l'institut, il était un parfait, ou un vrai, un pauvre, un putain de, etc., trou du cul. Et cette personne en parlait à d'autres qui, à leur tour, le considéraient également comme un parfait, ou un vrai, un pauvre, etc., trou du cul, qui foirait tout. Foire tout. Qui gâche tout ce à quoi il touche. Quelle était déjà cette langue amérindienne qui faisait une distinction dans sa forme verbale entre l'échec neutre objectif et l'échec lamentable, le hopi, le navajo? En tout cas, la langue ne manquait pas de synonymes pour décrire ce concept, réalisé à présent Cook. Raté, loupé, merdé, échoué. Mais était-ce réellement « il foire tout » ? N'était-ce pas plutôt « i foire tout » ? Cook, y foire. Était-il possible qu'il ait mal entendu ou qu'elle se soit mal exprimée? Et puis en fait, s'agissait-il d'être ou d'avoir un parfait trou du cul? Non, cela ne pouvait pas non plus le sauver. Il était totalement à côté de la plaque. Cook, y foire.
Le « i » renvoyait à une notion de lieu, et puis elle l'avait juste entendu dire. Elle le tenait de quelqu'un, pas de Jane, avec qui elle discutait devant la machine à café. On ne rapporte pas une information à la personne de qui on la tient. Il ne restait donc comme suspect que la totalité de la population adulte est en mesure de communiquer clairement de Wabash. Ce qui faisait un paquet de gens. 7 linguistes, un administrateur, une secrétaire, une quinzaine de puéricultrices, un technicien et quelques gardiens. Marie, la secrétaire, ne semblait pas le porter dans son cœur. Il était possible qu'elle discute avec les nouveaux arrivants et qu'elle lui casse du sucre sur le dos. Ou peut-être l'auxiliaire au visage chevalin, Dorothy Plock. Elle s'était toujours montrée distante avec lui. Ouais, les possibilités ne manquaient pas. Et d'ailleurs, qui avait dit que la source se trouvait nécessairement à Wabash? Paula venait de l'université de Los Angeles. Cook, au fil de sa carrière, y avait peut-être égratigné un prof dans un article ou une critique, lequel aurait ensuite communiqué l'information à Paula à titre de vadéméconnue. Si c'était le cas, ou même si ça ne l'était pas, l'enquête allait s'avérer compliquée. Voilà, pour l'extrait. Et du coup, oui, ça, enfin, là justement sur ce livre-là, on parlait tout à l'heure de la maquette, donc là même sur le bandeau, ils mettent un petit mot à l'attention des libraires et des lecteurs. Donc libraire-lecteur, si vous n'aimez pas ce bandeau, vous pouvez le retirer. Ils mettent aussi là à côté du code barre du David Lodge avec des cadavres. Enfin voilà, c'est vraiment un peu du fait. C'est un coup d'œil. Donc vraiment on rigole et en même temps c'est un polar intelligent et vraiment très original, donc ça se lit vraiment bien. Alors moi je vais continuer avec Journal ambigu d'un cadre supérieur d'Étienne Delhomme. Étienne Delhomme est quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans pour une filiale d'assurance. En fait, il va démissionner, il va prendre quelques années un peu de congé, et après ça, il va écrire son journal qui relate un peu son expérience dans le monde de l'entreprise. Alors il dit quand même au début, malgré tous mes efforts, ce livre reste une fiction, mais on sent qu'il y a pas mal de vécu là-dedans. Alors c'est l'histoire d'un personnage dont on ne connaît pas le nom, il emploie le jeu, qui va en fait être intégré dans un groupe qui s'appelle Minerve Immobilier, parce qu'il faisait partie d'une compagnie d'assurance et que cette compagnie d'assurance a été rachetée par le groupe. Donc notre personnage en fait devient chef du département juridique de ce groupe immobilier. Il est en charge de toutes les affaires de problèmes liés à la location, au bail et ce genre de choses. Et en fait, dans ce livre, ça va être... alors, ce ne sont pas vraiment des nouvelles, ce ne sont pas vraiment des chapitres, c'est un peu entre les deux, et c'est plein de petits instants de vie, et de la vie de ce groupe immobilier. Donc au début, il nous présente assez rapidement les personnages, et ensuite on les retrouve à chaque fois dans des situations qui sont des situations qu'on pourrait imaginer comme assez classiques d'un grand bureau parisien. Et donc assez rapidement, il nous fait le portrait d'Iban Lanciega, qui est le patron. Donc il y a un portrait haut en couleur, c'est un basque avec un caractère volcanique qui est du genre à téléphoner, on à peine à décrocher le téléphone qu'il est en train d'hurler, et qui est aussi un grand amateur de petits fours. Donc ça fait partie de ses caractéristiques. On rencontre aussi Caca la cochonne, qui est la secrétaire, et le DRH qui s'appelle Paul Rebout, mais tout le monde l'appelle Paul Bourré. Voilà. Il y a plein de petits personnages un peu truculents. Alors je vous ai choisi un passage qui s'appelle « La patate chaude ». La reine Nour, veuve du roi Hussein de Jordanie, souhaite louer un pied-à-terre avec vue sur le jardin des Tuileries. Quelque chose de tout simple, a fait savoir l'ambassadeur de Jordanie à sa femme, qui fréquente le même club de bridge que Madame de Sainte-Cécile, l'épouse du directeur général adjoint responsable des actifs du groupe Minerve. Voilà comment la demande, une note du service intérieur du Palais Royal de Jordanie, arrive sur le bureau du Basque, donc le patron, avec un petit mot manuscrit de Thierry de Sainte-Cécile, son patron, demandant à être tenu au courant. La dite demande est immédiatement transmise à Didier Ravalec, orné d'un petit mot manuscrit d'Iban, demandant à être tenu au courant. Il a ajouté « urgent ». Inutile de dire qu'une fois de plus, il n'y a aucune urgence objective, d'autant que la reine Nour se fiche en réalité pas mal de cette affaire, comme la suite le prouvera. Mais il est vrai qu'Iban doit rendre des comptes à sa propre hiérarchie. Il y a donc, pour lui, une urgence qui, par exception, n'est pas uniquement attachée à l'un de ses caprices. À ceci s'ajoute le fait qu'Iban est un indécrottable snob. Je suis certain qu'il s'imagine déjà conseillant la reine sur ses choix de décoration,
une tasse de thé mariage frère à la main. Quoi qu'il en soit, un dossier est ouvert dans l'heure au nom de Sa Majesté la Reine douairière de Jordanie. Au début, tout se passe dans une effervescence bon enfant. Une réunion au sommet est organisée entre Lionel, Didier et moi-même autour d'un mauvais café extrait du distributeur. Lionel, qui se veut leader, pérore. Il nous explique quels sont les critères du logement auquel prétend une personne de haut rang. Ravalek et moi échangeons un coup d'œil perplexe. Lionel ne connaît ni la reine douairière, ni même probablement quiconque qui puisse lui ressembler, fût-ce de loin. Mais nous ménageons sa petite vanité et faisons semblant de l'écouter. L'interminable entrée en matière de Lionel, qui doit déjà imaginer caca dévalisant les boutiques de l'avenue Montaigne, bras dessus, bras dessous avec la reine, est une montagne qui accouche d'une souris. Il n'y a dans notre parc qu'un seul logement disponible avec vue sur les Tuileries, rue de Rivoli. Nous avons donc intérêt à ce qu'il convienne à Sa Majesté. Je laisse le Gall et Ravalek débattre seuls du premier sujet, le loyer. Celui-ci est forcément élevé, puisque ce logement, tout simple, a une surface de près de 300 mètres carrés. Ils savent, et je sais, qu'ils se feront forcément engueuler par Iban lorsqu'ils lui proposeront un prix. Soit il dira qu'il est trop faible et qu'il néglige donc les intérêts de nos actionnaires, soit il dira qu'il est trop élevé et qu'il néglige le caractère particulier du dossier. Bref, ils seront les cons qui n'ont rien compris. Ils passent une demi-heure à élaborer une espèce de moyenne, à partir de diverses références, et dégagent du coup un loyer médian, qui, parce qu'il est médian, permettra de mon point de vue à Iban de dire qu'il est trop ou pas assez cher, sans pouvoir être contredit. On passe ensuite au second sujet. Est-ce que l'appartement convient ? On me dira qu'en ordre de priorité, cette seconde question aurait pu être traitée avant la première, mais c'eût été omettre le fait que cet appartement est le seul possible, donc il s'agit en réalité de voir comment le présenter de sorte à ce qu'il convienne, plutôt que de vérifier s'il convient, outre le fait que le Palais Royal n'a donné aucun critère autre que l'emplacement. Didier et Lionel décident qu'il faut voir ce logement, pour savoir exactement de quoi on parle. Nous allons voir un logement pour la reine douairière de Jordanie, claironnent mes comparses en quittant le bureau avec moi. On dirait deux débutantes en partance pour le bal de la rose. Sur place, nous arpentons de vastes pièces désertes, un immense salon avec vue sur les Tuileries, puis une interminable enfilade de bureaux, chambres, salles de bain. On voit tout de suite le parti pris que l'on peut tirer de ce superbe logement. Nous rentrons, persuadés d'avoir trouvé ce qu'il faut à la souveraine douairière. Je me colle seule au troisième sujet, la rédaction d'un projet de bail. La chose est malaisée. Comme il ne s'agit pas d'une résidence principale, la location n'est pas soumise à la loi de 1989. On dispose donc d'une grande liberté contractuelle, notamment dans la répartition des charges et des travaux entre bailleurs et locataires. Mais je balance. Si je fais un bail qui ne laisse au Palais Royal qu'un petit nombre d'obligations, je serai pour Iban un imbécile qui ne profite pas de l'aubaine. Si je charge le palais, je serai un crétin qui oublie à qui est destiné le logement. Bref, ici encore, on va droit à l'embrouille, quoi qu'on fasse. Je rédige un contrat équilibré, ménageant la chèvre et le chou, tout en sachant que je prends exactement le même risque que mes deux compères avec leur loyer médian. Vers 18h30, après avoir été relancés 5 ou 6 fois par le Basque, nous voici tous les trois dans son bureau. Contre toute attente, il gueule, mais modérément. Certes, le loyer est trop faible selon lui, mais on s'accorde en séance sur un chiffre majoré. Certes, mon bail est trop lourd pour le locataire, mais on s'accorde sur quelques retouches. Iban nous congédie et dans sa grande bonté nous indique qu'il nous informera de la suite. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend. Le lendemain, Iban part au mi-pipe, boire beaucoup de champagne et avaler, bouffer, crache Flavie avec mépris, force petit four. Avant de quitter les bureaux, il annonce à Le Gall qu'il a fait transmettre au Palais Royal le dossier de la rue de Dévonne. C'est Le Gall que Vande remet le courrier en l'absence du suzerain. D'abord tout fier, l'intéressé regrette très rapidement cette faveur, car il y découvre un avis de réquisition de la préfecture portant, hasard hallucinant, sur l'appartement dévolu à la reine douairière, lequel appartement, c'est vrai, est vacant depuis très longtemps.
La vie m'est apportée par l'assistante de Lionel. Il est affublé d'un post-it du dit Lionel. Votre avis, c'est urgent. Je comprends que le dossier va passer sans transition du statut d'affaires dont il faut s'occuper pour exister à celui de patate chaude. Alors, on va continuer un peu, c'est un peu le même genre, hein, de loin, mais c'est aussi un recueil de textes de Robert Benchley, donc qui est un auteur américain qui est né à la fin des années 1880 et qui est mort en 1945, et qui a eu pas mal de casquettes. Il a été scénariste, acteur, humoriste, et il a aussi et surtout été journaliste, et notamment chroniqueur pour divers magazines comme Vanity Fair, le New Yorker, donc c'est vraiment, alors là dans ce livre-là, ce sont des textes vraiment aussi très drôle sur des choses du quotidien. Donc c'est un humour un peu mordant, un peu cinglant. Par exemple, il y a un texte où on apprend que en fait, Bucarest n'existe pas, ni Bucarest ni Budapest depuis 1802, ça n'existe plus. On apprend aussi, j'en avais noté quelqu'une qui était vraiment rigolote, le supplice des week-ends, donc pourquoi quand on part en week-end chez quelqu'un, à chaque fois personne n'est content parce que l'autre s'oblige à faire des choses qu'il ne fait pas d'habitude et l'invité s'oblige à être très enthousiaste pour toutes les choses qu'il n'aime pas lui non plus. Donc des petites choses comme ça. Il y en a une qui est vraiment rigolote et qui je pense peut parler à tout le monde, c'est comment venir à bout de tout ce qu'on doit faire. Donc en fait il explique que pour faire par exemple s'il a 5 choses à faire dans la semaine, il fait une liste, donc il y en a une qui est pas mal de listes. Donc par exemple, petit 1, répondre à un paquet de lettres dont certaines sont datées du 28 octobre 1928. Petit 2, fixer des étagères au mur et y ranger mes livres. Petit 3, aller chez le coiffeur. 4, parcourir et découper une pile de revues scientifiques. Entre parenthèses, je collectionne toutes les informations possibles sur les poissons tropicaux, avec l'idée d'en acheter un jour ou l'autre. Et 5, écrire un article pour un journal. Donc il part d'un principe psychologique très simple, qui est n'importe qui peut accomplir n'importe quelle tâche, aussi lourde soit-elle, pourvu que ce ne soit pas celle qu'il soit censé accomplir à ce moment-là. Ça me rappelle certaines personnes. Et donc, il explique que pour réussir à tout faire en une semaine, il essaie de se convaincre lui-même que c'est la 5e la plus importante, donc écrire un article pour un journal. Donc le lundi, il se lève, il se met à son bureau, il met sa feuille dans sa machine à écrire, et voilà, il tape son nom, je crois, et puis tout d'un coup, il a posé négligemment le tas de revues à côté de son bureau, son regard dévie et tombe là-dessus, et il se dit, bon bah, quand même, il faut aussi que je fasse ça, donc je vais le faire tout de suite. Donc il commence à découper les articles dans ses revues, donc ça c'est fait. Mais une fois que ça c'est fait, il est bien obligé de recommencer à écrire son article. Donc cette fois, il y va, il retape son nom, il tape son titre, et là d'un coup il se rend compte qu'il a fait une énorme faute d'orthographe. Donc il enlève la feuille, il la jette, et là son regard tombe aussi sur sa corbeille contenant toutes les lettres auxquelles il doit répondre. Donc il dit, bon bah je vais répondre à ça aussi. Alors oui, à un moment il dit aussi un truc rigolo là-dessus. Est-ce que c'est une fille de revue? Oui, voilà, c'est ça. S'il y a une chose que je déteste, c'est bien d'écrire des lettres. Cependant, la perspective de devoir écrire mon article m'emplit d'une ardeur épistolaire qui touche à la frénésie, et je subtilise sournoisement la première des missives restée sans réponse qui se trouve sur le dessus du panier. Donc il répond à toutes ces lettres, et puis ensuite, donc, de nouveau, quand même, il va bien falloir qu'il se mette à son article. Sauf que d'un coup, il se rend compte aussi qu'il y a une pile de livres. Oui, donc il décide du sujet de l'article. Ce sera sur les charmeurs de serpents. Le titre, ce sera les soi-disant charmeurs de serpents. Donc il voit une pile de livres avec les étagères posées à plat, donc il doit installer sur son mur. Et puis il se dit, mais peut-être que dans ces livres-là, il y en a peut-être un sur les charmeurs de serpents. Donc, pour bien les voir, il faudrait qu'ils soient bien alignés, bien rangés, et que je puisse voir le titre. Donc il se dit, il va falloir que j'installe mon étagère. Donc, seulement, il n'a ni clou, ni marteau, ni outil, enfin rien du tout, donc il est obligé de sortir, et il se dit, puisque je vais sortir, autant aller en même temps chez le coiffeur, je ferai d'une pierre deux coups, ou selon son expression, deux pierres deux coups. Donc il sort, il va chez le coiffeur, il revient dans son appartement avec aussi ses outils, il installe ses étagères, il met ses livres, bon bien sûr il n'y en a aucun qui traite des charmeurs de serpents forcément, et donc finalement là cette fois il est bien obligé d'écrire son article. Donc finalement en 2 jours il aura fait toutes les tâches qu'il devait faire sur une semaine. Voilà, ça c'est son histoire. Donc c'est plein de petits textes comme ça, et alors justement dans ce livre-là, ils le disent à côté du code barre, inclus dans ce livre, une surprise dont on ne peut rien vous dire, n'insistez donc pas.
Donc il y a une surprise. Alors une petite devinette déjà sur le rabat. Et en fait derrière le rabat il y a un CD où il y a certaines des nouvelles qui sont lues. Du coup on va vous en mettre une parce que c'est lu par LL de Mars que je ne connaissais pas. Mais c'est vraiment, c'est pas mal fait. Alors. Offensive européenne contre-attaque. Voici probablement venu le moment le plus dur de l'année pour ceux d'entre nous qui ne sont pas allés en Europe l'été dernier. C'était déjà déprimant de voir regarder les autres faire leurs bagages et de les écouter détailler leurs itinéraires. Tout s'est encore aggravé lorsque les cartes postales sont mises à affluer de Lausanne, de Venise. Et maintenant que voici l'automne et que les voyageurs reviennent avec des récits de Marco Polo, il faut acclamer l'apparition des premières gelées. Il y a plusieurs façons de combattre le péril des voyageurs qui rentrent au foyer. Celle que j'ai trouvée la plus efficace, à mon sens, repose sur le vieux principe de football selon lequel une solide attaque est la meilleure défense. C'est pourquoi je scie complètement mes adversaires avant même qu'ils aient eu le temps de m'entreprendre. Lorsqu'on applique cette méthode, il est bon de se rappeler que très peu de voyageurs retiennent dans les endroits qu'ils ont vus autre chose que le nom d'un hôtel, une ou deux curiosités, des fois une rue. Alors vous pouvez les bluffer à mort en inventant n'importe quel nom et en leur demandant qu'ils ont vu ça en passant par Florence. Toute ma stratégie repose sur mon habileté à inventer des noms. Avec un peu de pratique, vous y arriverez aussi. Disons que je me retrouve confronté à une dame du nom de Ritali qui vient de rentrer d'un voyage effréné à travers l'Espagne, le sud de la France, l'hôtellerie de sa Paris. Il se trouve que vous êtes irrémédiablement coincé avec elle au cours d'un thé, une soirée, enfin je sais pas quoi. Voilà la retranscription de la conversation. On vient de rentrer d'Europe et ici tout me paraît bizarre. J'arrive simplement même pas à m'habituer à l'argent américain. Ah, personnellement, j'en ai jamais vu suffisamment pour arriver à m'y habituer. Une simple plaisanterie pour la mettre en train. Oui, quand on était à Madrid, j'ai dû renoncer à comprendre quoi que ce soit à l'argent espagnol. Vous voyez, il y a les pesetas. Oui, c'est pourtant pas difficile. Lorsqu'on sait qu'il y a 10 gradas dans une méthode, 10 mesas dans une rentilla et 26 rentillas dans une peseta. Ah, vous connaissez l'Espagne? Hein, vous êtes allé à Tolède? Oui, Tolède, bien sûr, c'est l'ABC, mais vous, est-ce que vous avez été jusqu'à Mastillejo, je suppose? Non, à vrai dire, on avait hâte d'arriver à Grenade. Quoi? Vous n'avez pas vu Mastillejo? Mais quel dommage! C'est Tolède multiplié par 100, les montagnes, les couleurs, en quittant Mastillejo, où on monte progressivement jusqu'au sommet qui surplombe la ville. On a une vue incomparable sur toute la vallée du Bobadilla. C'est là qu'en 1476, il y a les vestiges mauresses de Grenade. Non, les vestiges mauresses de Grenade, c'est bien, mais c'est rien à côté des ruines de Tuna. Vous êtes allé à Tuna, non? Non, elle se met à mentir comme une arracheuse de dents. Enfin, on avait l'intention d'y aller avec Harry, mais ça faisait un peu double emploi. Non, c'est la plus grande erreur que vous ayez commise sur votre vie en Madame Ritali. C'est la plus grande erreur. On ne peut pas connaître l'Espagne si on ne connaît pas Tuna. Ah, mais Carcassonne. Ah, Carcassonne. Ah ouais, un endroit passionnant, Carcassonne. Avez-vous jamais rien vu de comparable à l'ancienne taillerie de diamants de la vieille ville? Ils vous ont laissé la visiter? Je ne me souviens pas d'avoir vu une ancienne taillerie de diamants. Par contre, je sais ce que vous allez dire. L'ancienne érablée, hein? L'ancienne érablée, elle est pas superbe? Vous avez bavardé avec le vieux guide? Non, je me souviens pas. Et le trou percé dans le mur par lequel Louis le Névrosé a échappé au Sarrasin, hein? Ah oui, c'est absolument. Et la rivière où on a trouvé l'épée et le bouclier de l'homme au ventre de fer? Elle commence à prendre le large. Oui, effectivement, et cette bonne vieille ville de Vastel. Vous êtes allé à Vastel? Vastel, bien dans tout. Madame Ritali, mais partez pas, je vous en prie, ça fait tellement plaisir de parler de cet endroit que j'aime tellement avec quelqu'un qui en vient. Madame Ritali, hein? Madame Ritali. Bon, demain peut-être alors. Depuis ce jour, Madame Ritali n'est jamais plus venue me casser les pieds avec son voyage en Europe. Elle vous les cassera pas non plus du reste. Vous étudiez attentivement la méthode. Bon, l'autre méthode est basée sur la théorie inverse, celle de la non-attaque et de la non-défense. On l'appelle généralement la soumission muette. Elle ne doit être appliquée que par des gens très flegmatiques, capables de maîtriser leurs réactions au point de même pas entendre les 10 premières minutes de la harangue du voyageur. Il s'agit de laisser l'interlocuteur parler à satiété pendant un moment, puis de lui donner alors la preuve flagrante qu'on n'a pas écouté un traître mot ce qu'il disait. Bon, disons qu'un certain monsieur Tombay m'a abordé dans le train. Quel drôle d'effet ça fait de se retrouver dans les trains américains. Nous, on a passé tout l'été en France, vous savez, et les trains français sont divisés en compartiments.
Hein? Alors on rentre dans un compartiment et on se trouve enfermé là-dedans avec 3, 4, 5 autres personnes parquées ensemble. Alors en allant de Paris à Marseille, il nous arrivait un truc drôlement amusant. J'étais assis à côté d'un Français qui descendait à Lyon. À Lyon, c'est à peu près à mi-chemin entre Paris et Marseille. Il dormait un moment. Au fait, vous êtes allé en France pendant les vacances? Mais c'est de la France dont je parle, hein? Alors en allant de Paris à Marseille, on est monté dans un wagon. Ah oui, leurs wagons. Ils sont assez différents des autres, non? J'ai vu des photos, on dirait plutôt des compartiments. Mais c'était justement un wagon de chemin de fer français que j'étais en train de vous décrire. Ah, j'étais assis à côté de quelqu'un, un Français. Et bien sûr, un Français, oui, c'est l'histoire. Ah, je comprends. Mais ce Français dormait et en entrant dans le compartiment, j'ai buté sur ses pieds. Alors il s'est réveillé, il a dit en français quelque chose que j'ai pas compris. Et j'ai adressé en anglais quelques mots d'excuse qu'il n'a pas compris. Mais j'ai vu sur sa réservation qu'il allait que jusqu'à Lyon. Ah, alors vous traversez la France donc. Oui. Et vous avez fait quoi cet été? Quelle que soit la méthode que vous choisirez pour vous défendre contre les assauts des gens qui veulent vous parler de l'Europe, n'oubliez pas que c'est moi qui vous l'ai indiqué. Je vais y aller moi-même l'année prochaine. Et si vous essayez avec moi l'une ou l'autre de ces tactiques quand je reviendrai, je la reconnaîtrai tout de suite, ce qui rendra les choses beaucoup plus difficiles. Mais moi, évidemment, j'aurai à dire des choses qui vaudront vraiment la peine d'être entendues. Voilà, ça donne un peu... Et toutes les histoires sont vraiment de cet ordre. C'est rigolo. Alors, je continue avec Julien Campredon. Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes. Donc, c'est un des premiers textes qui a été publié par la maison d'édition, enfin, un des premiers recueils de nouvelles, qui était sorti dans un autre format qui est épuisé maintenant, et puis il est ressorti dans cette collection presque poche il y a quelques années. Donc, ça regroupe 9 nouvelles. Une note de l'auteur et une note de l'éditeur, mais qui valent pour une nouvelle à eux tout seuls, tellement elles sont riches et qu'il y a des choses assez rigolotes dedans. Julien Campredon est un jeune auteur, il a un peu moins d'une trentaine d'années, il est originaire de Toulouse. C'est quelqu'un qui a un univers complètement déjanté, loufoque, poétique aussi, et qui a un style vraiment bien à lui. Tout au long de ses nouvelles, vous allez trouver un homme qui vit sous les jupes des femmes, un arbre vengeur, des vigiles qui deviennent des commandos où ils vont lutter pour que les punks n'envahissent pas les elfes qui sont en fait les personnes qui travaillent au ministère de la Culture. Enfin bref, voilà, vraiment tout un univers très décalé et puis bien à lui. Et comme je trouve qu'il est très difficile d'expliquer le contenu d'un recueil de nouvelles, je pense que le mieux c'est de vous en lire une pour que vous ayez une petite idée. Alors, j'ai choisi une nouvelle qui s'appelle « De l'homme idéal de ma femme, d'elle et de ma maîtresse ». Un soir des plus banals, ma femme et moi lisions des magazines afin de trouver le sommeil quand, je ne sais pas pourquoi, elle me déclara sur un ton sérieux que je ne lui connaissais pas et qui m'interdit toute dérobade « J'ai envie de faire l'amour ». Faisant face à cette interruption surprenante, je pliai soigneusement mes lunettes et lui exposai un début d'érection. Touchée, elle me sourit du sourire que seule sait prodiguer une femme partageant une extrême complicité avec son compagnon. « Tu es mignon, mais je suis sérieuse. J'ai extrêmement envie de faire l'amour. » Je remis alors mes lunettes et réouvris dignement mon journal. Le lendemain, vers le milieu de l'après-midi, alors que je repeignais la chambre du fond, ma femme me téléphona du bureau. « Chérie, je t'appelle pour que tu n'oublies pas d'aller chercher les enfants au judo, comme jeudi dernier. » En fait, je m'en fous, tu peux les oublier. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai très envie de faire l'amour. Tellement qu'au bureau, je n'ai pas la tête à ce que je fais. Si je peux t'aider... Je savais que je pouvais compter sur toi. Je n'ai pas le temps de m'en occuper, et comme tu ne fais rien en ce moment, j'aimerais bien que tu me trouves un amant. Ah bon? Bon d'accord. Eh bien, salut. Attends, j'allais oublier. Trouve-moi un avec de gros pectoraux si possible. Je vais voir ce que je peux faire. Super, tu es un amour, je filmerai tout et je te passerai la vidéo. Non, c'est vrai? Promis, je t'aime. Moi aussi, n'oublie pas les enfants, bisous. Je ne savais vraiment pas où dénicher un amant pour ma femme lorsque je pensais à mon dentiste, plutôt bel homme et heureux propriétaire d'une résidence secondaire près de Marrakech.
une réflexion en entraînant une autre, je fis le triste constat que pour ma part, je n'étais jamais allée à Marrakech. Quant aux enfants, bon, ils ont l'habitude et quelqu'un les a bien ramenés. N'osant pas présenter directement à la secrétaire dentaire l'objet de ma prise de rendez-vous, je prétextai un simple contrôle. Quelques jours plus tard, je me trouvais mal assis sur un canapé en sky, fasciné par un aquarium vide. Lassé par cette vision inutile, je me réfugiai dans un magazine où de très gros seins nus brillaient sur le papier d'une des pages publicitaires. Cette publicité vantait les mérites d'une clinique proposant des opérations esthétiques aux effets non seulement révolutionnaires, mais surtout modulables. Perplexe, je réfléchis longuement à la nature modulable d'une pareille opération, pour au bout du compte m'assoupir en plongeant de mon rêve dans l'énorme paire de seins refaits offerte à mon regard concupiscent. Mon dentiste fit irruption dans la salle, apportant avec lui un peu du soleil et du sable de ses dernières vacances. Je sursautai. Suave, il fit semblant de me reconnaître et, me prenant par l'épaule, m'invita cordialement à entrer dans son cabinet. Lorsque je m'installai sur la chaise, toujours cordial, il me demanda l'objet de ma venue. Afin de l'appâter, je ne lui révélai pas tout de suite. J'avouai, penaud, que cela faisait plus de 4 ans que je ne m'étais présenté chez un dentiste. D'un petit sourire oblique, il me sermonna doucement en m'expliquant que, sans aucun doute, il allait constater une quinzaine de caries, m'arracher 8 dents, et pour éviter d'en arriver à de telles extrémités, il aurait absolument fallu qu'auparavant, je me sois fait régulièrement suivre. Sa fausse mélancolie ne me convainquit qu'à moitié, et je vis furtivement apparaître dans ses yeux la nouvelle voiture qu'il comptait pouvoir s'offrir grâce à ma perdition bucco-dentaire. J'écartai une petite minute les mâchoires pour lui permettre d'inspecter ma bouche, dont assez vite, il se retira profondément déçu, partant de vaine spéléologie. Vous avez des dents superbes, il n'y a rien à faire, c'est incroyable. Vous ne me devez que 25 €, je prends les cartes vitales. Docteur, oui, je crois savoir que vous avez une maison du côté de Marrakech. En effet, moi non. Ah, tiens donc, je m'étais dit que, enfin, peut-être, vous en aviez marre de passer vos vacances au Maroc, vous savez, la répétition. Vous voyez, moi, par contre, j'ai un gentil T4 en centre-ville et... Quoi, si cela vous intéresse, on pourrait faire l'échange de vos prochaines vacances. Voyons, pourquoi pas, mais dites-moi au centre de quelle ville? Eh bien ici, à Carcassonne. Regardez votre fiche, j'habite au 112, rue de Verdun. Mais enfin, mon ami, vous plaisantez, j'habite moi-même au pied de la cité, dans une villa avec jardin. Oui, mais moi, j'habite plus près de votre cabinet. Vous ferez moins d'efforts pour vous rendre sur votre lieu de travail. Mais si je suis en vacances, que voulez-vous que cela me fasse? En plus de ma maison, je vous prête ma femme. Quel âge? 38 ans, et elle est très souple. Non merci, vous êtes gentil, mais c'est trop vieux. J'insiste, comme vous avez assurément de gros pectoraux, cela me ferait très plaisir que vous couchiez avec ma femme. Écoutez, même sans échange de maison, je vous prête ma femme. Pour vous, je veux bien voir ce que je peux faire, mais au-dessus de 23 ans, je ne me déplace pas, elle n'a qu'à prendre rendez-vous. Bon docteur, je lui transmets l'invitation, au revoir. 25 €, je vous prie. Excusez-moi, j'avais oublié. Conscient de l'échec relatif de ma mission, je voyais mal ma femme se faire sauter sur rendez-vous, je sortis tout de même du cabinet plein de la superbe que seul peut se permettre celui qui a des dents superbes, justement. De retour aux 12 rue de Verdun, les enfants m'attendaient depuis plus de 40 minutes. « Papa, tu fais chier, tu n'as que ça à faire de la journée, tu pourrais être là à 17 h. C'est la faute de la NPE. Laisse-nous faire un double des clés de l'appartement au moins. Certainement pas, vous allez inviter vos copains dès que j'aurai le dos tourné et vous fumerez de la drogue, après quoi vous volerez mon argenterie. Mais tu n'as pas d'argenterie. Ah, jeunesse pourrie. Bien sûr que non, je n'ai pas d'argenterie. Tu sais combien tu me coûtes par mois? Ok, c'est cool, salut papa. Salut papa. Je tombai effondrée sur le canapé du salon. Par représailles, mes enfants firent miauler un CD de Pascal Obispo, ceci malgré mon interdiction formelle de faire entrer ce genre de musique chez moi. Ne pouvait-il pas écouter de la New Wave comme tout le monde? Et pour tout dire, ma femme commençait à m'emmerder avec sa libido impérative. Ce soir-là, je me sentais particulièrement abattue quand le téléphone rugit dans ma solitude.
C'était ma conseillère de l'ANPE qui désormais s'arrogeait le droit de m'appeler à toute heure du jour et de la nuit. En raccrochant le combiné, une certitude m'envahit. Moi, non assurément, je ne trouverai pas la force d'intégrer un amant à cette turbulente tribu. Cela m'aurait à la longue fait une 7e assiette à laver, je dis bien 7e, car depuis quelque temps ma conseillère passait également manger chez moi, et ce même en dehors des heures de repas. Aucun recours hiérarchique n'avait pu y faire, et toutes mes plaintes n'avaient connu qu'une seule et même réponse, vous n'avez qu'à chercher du travail. Je suspecte l'ANPE et les renseignements généraux d'être des services interdépendants. Bref, s'il me fallait fournir un amant à ma femme, dès que je devais ouvrir la porte aux enfants vers 17h ou 18h, je ne vois pas quand j'aurais trouvé le temps de chercher du travail. Pour ajouter à mes tourments, ma conseillère, encore elle, avait réussi à se procurer un pass pour ouvrir la porte de mon appartement. À l'époque, elle était même en pourparlers avec ma femme pour s'installer dans la chambre du fond, mais je crois que cette dernière avait refusé, soupçonnant Marie-Chantal, la conseillère, de chercher à coucher avec notre fils aîné. Comprenant qu'il n'y avait en mon cœur et dans ma vie la moindre place pour un éventuel amant de ma femme, j'en vins à la seule conclusion permettant de ménager au mieux les intérêts de chacun, j'allais devenir l'amant de ma femme. Et après, il faudra lire la suite pour savoir ce qui va se passer. Et donc, en fait, il en a sorti un second qui regroupe d'autres nouvelles qui s'appelle L'attaque des dauphins tueurs, qui est prometteur aussi. Ouais, aussi sur la couverture, là. En fait, en dessous du bandeau, c'est plus la même image. Du coup, c'est vraiment pas mal. C'est la suite un peu. Au départ, on a une astéroïde qui est en train de tomber sur la Terre, et puis après, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Alors, moi, après, là, ça va être moins drôle. Alors, le pavé qui vient de sortir. Et quelquefois, j'ai comme une grande idée de Ken Kesey, donc comme l'a dit Émilie, qui est l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Qui était, alors moi je l'avais pas vu, mais apparemment c'était un huis clos dans un hôpital psychiatrique. Et alors là c'est totalement l'inverse. Ça se passe dans l'Oregon, donc il y a au milieu, enfin là où il y a une rivière qui passe, donc une rivière imaginaire qui s'appellerait la Wakonda-Oga, et qui aurait entouré de forêts vraiment, donc, et des forêts exploitées par des bûcherons. Donc dans cette ville il y a les bûcherons syndiqués et il y a la famille Stamper, donc qui est une famille de bûcherons de père en fils, mais qui, elle, par contre, est opposée à toute forme de syndicat. Et donc, au moment où se passe le roman, le syndicat a décidé de faire grève pour essayer de maintenir les salaires alors qu'ils ont moins d'heures de travail à cause de la mécanisation de leur boulot. Seulement, la famille Stamper, elle, a décidé que non, elle ne voulait pas faire grève, et donc elle court-circuite le mouvement en continuant à alimenter la scierie de la ville. Donc, il y a à la fois cette histoire de grève et donc avec les paysages impressionnants, donc qui sont très beaux mais qui sont en même temps très destructeurs, et c'est une nature qui est aussi un peu hostile et belle. Et en même temps on a aussi toute une histoire de famille, donc c'est Stamper assez voilà, enfin c'est vraiment des histoires de rancœur, il y a un passé assez tumultueux dans leur famille, et notamment entre deux frères, donc Hank qui est lui le bûcheron, le type viril, costaud, et son demi-frère qui, lui, est à l'inverse totalement fluet, plutôt porté sur les arts et notamment la littérature. Et donc qui ne... Les chats, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, mais... Et du coup, voilà, il y a une espèce de rancœur entre ces deux-là. Là où je ne l'ai pas fini encore, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça a l'air prometteur. Et du coup, voilà, donc... Vous voyez un peu le pavé. Moi, ce que je me disais, c'est que si on devait me demander un jour quel livre j'emporterais sur une île déserte, je pense que je prendrais celui-là. Alors non pas parce que 800 pages, ça met longtemps à brûler, mais vraiment parce que c'est hyper riche, c'est d'une densité incroyable. Et en fait, ce qui est aussi impressionnant, c'est que on a à la fois l'histoire générale, et en même temps, on a des passages, alors soit entre parenthèses, soit en italique, avec d'autres personnages qui viennent s'intégrer et qui rappellent d'autres événements. Donc c'est vraiment... on ne sait plus où donner de la tête, il faut vraiment se laisser submerger par toute l'histoire et par le style de l'auteur. Et là, on est conquis. Donc du coup, je vais vous lire un tout petit passage parce que ça ne se prête pas vraiment à la lecture à voix haute. Donc là, c'est un passage où arrive la devise de la famille Stamper, qui est « lâche rien de rien ». Donc en fait, dans ce texte, au moment de l'histoire, c'est que donc, Henri, donc, qui est le grand-père des demi-frères, vient d'avoir son propre fils, Henri Junior, et il reçoit un cadeau de son père,
auquel il ne parle plus depuis des années. Et donc c'est un de ses amis qui est venu lui apporter le paquet de la poste. Alors, Bonnie avait déjà sorti son couteau de poche pour couper la ficelle. Le paquet contenait une plaque murale, l'une de ces babioles sentimentales qu'on achète dans les foires locales. Un cadre de chérubin en bois autour d'un bas-relief en cuivre. Jésus portant un agneau dans un champ de pâquerettes avec des lettres en relief qui proclamaient « Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre ». Le tout accompagné d'un petit mot. Ceci est pour mon petit-fils, puisse-t-il, en grandissant, montrer plus d'amour, de sympathie et de charité chrétienne que le reste de ma famille, qui ne m'a jamais compris et n'a jamais communiqué avec moi. J.A. Stamper. Bonnie était outrée. Tu veux dire que tu n'as jamais écrit à ce pauvre bougre? Jamais, jamais? Bonnie était plus qu'outrée, il était horrifié. Tu t'es terriblement mal conduit avec lui. Tu trouves? Alors voyons voir si je peux pas me racheter d'une façon ou d'une autre. Accompagne-moi donc jusqu'à la maison. Et dans la chambre de la mère, le sentiment d'horreur se transforma en incrédulité lorsque Bonnie, pétrifiée, regarda Henri recouvrir la plaque d'une couche de peinture industrielle jaune mat. Puis il la fit sécher à la chaleur que dégagea le petit mot en brûlant, et à l'aide d'un de ces gros crayons rouges utilisés pour indiquer le métrage sur l'extrémité des grumes, il inscrivit enfin en toutes lettres ce qui, à ses yeux, n'était rien d'autre qu'une bonne règle de conduite à suivre pour son fils quand il grandirait, mais qui constituait en réalité l'essence même de ce péché familial que Jonas avait décelé dans les yeux de son propre fils sous le soleil du Kansas. Assis au bord du lit, où se trouvait la femme de 45 ans qu'il avait épousée, sous le regard de Bonnie aussi figé qu'un totem, et tandis que le nouveau-né hurlait à plein poumon, Henri traçait, laborieusement, les lettres de son évangile personnel par-dessus les paroles du Jésus en cuivre. Courbé au-dessus de la plaque, l'air tendu, le visage barré d'un rectus plein de défis irrévérencieux en réponse aux protestations de sa femme et au regard pantois de Stokes, mais surtout à l'idée de ce que ce vieux bigot de Jonas dirait s'il pouvait voir son cadeau à présent. Ça devrait faire l'affaire. Il se leva, pas mécontent de son œuvre, et traversa la pièce pour accrocher la plaque au mur, au-dessus de l'énorme berceau qu'il avait fabriqué pour Henri Junior avec les ouvriers de la Syrie. À l'endroit même où cette horreur est restée suspendue pendant toute mon enfance, nom de Dieu. Lâche, rien de rien. La grosse écriture maladroite du paternel, le plus sale, le plus moche et le plus minable de tous les jaunes qui soient sous le soleil, et puis par-dessus ces lettres rouges, grossières comme dans le cahier d'un mot. Lâche, rien de rien. Voilà, ça donne un peu le ton de l'ouvrage. Et là c'est pareil, je crois que c'est un roman qui a été écrit dans les années 60-70 et donc qui a jamais été publié en français, et donc c'est vraiment une redécouverte. Et Ken Kesey lui-même dit que ça c'est son chef-d'œuvre, même plus que Vol au-dessus d'un nid de cuckoo, donc ça vaut le coup. Une fois qu'on est bien dedans, on est transporté. Voilà, alors pour terminer, on vous a prévu quelques petites recommandations qui sont faites par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc ici seront réunies toutes les choses que Monsieur Toussaint Louverture vous recommande. Je vais en faire quelques-unes. Elles ont été choisies puis testées sur un échantillon représentatif de la population. Après élimination et vote démocratique, nous vous présentons celles qui ont été retenues. Si par hasard ou à cause d'un défaut de notre méthode scientifique, l'une de nos recommandations n'a pas été testée par l'un d'entre nous, vous pouvez être convaincu que quelqu'un que nous connaissons bien l'a testé, cas échéant, quelqu'un qui connaît quelqu'un que nous connaissons bien. Ça devrait vous convaincre de la fiabilité de cette recherche. Ceci est purement objectif, rien à voir avec nos goûts personnels. Alors, on a retenu, parce qu'il y en a beaucoup des recommandations, les petites cuillères dans les cafés. Les petites cuillères dans les cafés sont l'une des raisons pour aller prendre un café. Elles sont si mignonnes et nous font sentir que nous sommes des êtres si délicats. C'est d'ailleurs une bonne raison de changer de café si le cafetier s'avise de les échanger contre des grandes. Bien réfléchir 2 fois avant de s'habiller en noir un jour de grand soleil. C'est une recommandation très importante parce que nous savons bien à quel point vous aimez vous habiller en noir sous le soleil. Ça donne un côté sombre à la Batman ou Catwoman, quelque chose dans l'éclat noir de votre côté obscur sous la lumière. Mais comme le noir attire la chaleur, nous vous encourageons à bien y réfléchir 2 fois. Laissez les chaussettes orphelines sur l'étendoir. C'est la manière la plus logique de reformer ce genre de couple, et vous aimez reformer les couples. Pour terminer, très pratique, faire pipi dans le vent. Faire pipi dans le vent et non contre le vent. Ménage ses chaussures. Voilà, merci. Merci à vous.
On espère que ça vous aura donné envie d'en lire plus. En tout cas, nous, on en a relu plein et on s'est bien amusés.